Bonjour à tous, merci d'être connectés. Bienvenue à la conférence déjeuner Être et collaborateurs. Je suis Laura Briand, je suis chargée de communication de la recherche industrielle et en charge de la programmation des conférences déjeuner. Dans le respect des règles de ce second confinement, la conférence se tient bien sûr à distance. Nos intervenants sont ici, le temps de l'enregistrement. Je vous prie de bien vouloir couper vos micros et vos vidéos de telle sorte de ne pas faire partie du replay qui est enregistré durant la conférence et qui vous permettra de la revisionner à contre-coup. Vous pouvez formuler des questions tout au long de l'intervention. Mon collègue Samy, qui est au fond de la salle, les recueille et les transmettra à Céline à la fin pour qu'il y ait ce fameux temps d'échange questions-réponses. Aujourd'hui, nous avons donc la chance de recevoir Cécile, Céline et Fabien pour ce temps d'échange sur le fait d'être et collaborateurs. La conférence sera donc animée par Céline, qui est cofondatrice de la Ruche Industrielle, et nous recevons comme invité donc Cécile Cellier, animatrice sécurité environnement chez Volvo Renault Trucks, et Fabien Morin, responsable méthode chez Bosch Rexroth. Ils sont venus nous parler de leur engagement éco-citoyen, engagement qu'ils ont su introduire au sein de leur entreprise. Donc, nous vous invitons à découvrir leur parcours, leur déclic, leur initiative et leur façon d'agir. En fait, la pierre qui met à l'édifice pour construire un monde meilleur. Bonne conférence à tous. Merci Laura, bonjour à toutes et tous et merci à Cécile et Fabien d'être avec nous. Et donc, première question, Cécile et Fabien, est-ce que vous pouvez vous présenter personnellement, professionnellement et surtout nous parler de votre implication éco-citoyenne? Alors, du coup, je vais commencer. Donc, Cécile Cellier, moi, ça fait, si je dois me présenter dans mon personnel, j'ai 39 ans, j'ai 2 filles. Voilà, je suis mariée. Et puis, ça fait 16 ans maintenant que je suis salariée chez Renault Trucks. J'ai fait 10 ans en tant que. J'ai travaillé aux méthodes à l'usine moteur, à l'usine d'assemblage des moteurs de Vénissieux. Et puis, j'ai travaillé 6 ans en tant que animatrice d'abord en environnement et puis sécurité depuis 2 ans au sein du bureau d'études qui s'occupe du développement de sociétés web et cinématiques des d'un point de vue personnel, c'est sur le slide d'après. On va faire passer le slide. D'accord. Ça fait désormais aussi 4 ans en fait, que je suis bénévole pour l'association Zéro Déchet. Alors Zéro Déchet, c'est une association en fait qui propose de tendre vers un mode de vie zéro déchet et qui va proposer en fait différents types d'ateliers, de sensibilisation, de plaidoyer, à la fois auprès des citoyens, des commerçants et aussi des élus, effectivement pour avoir un mode de vie qui soit le plus zéro déchet possible. Et c'est une association qui m'a vraiment parlé parce que c'était l'aspect concret et directement après en fait, qui m'a parlé quand j'ai commencé à être bénévole pour cette association. Voilà pour le petit tour des réseaux. Je travaille chez Bosch, à Vénissieux. Je suis responsable de méthode, je suis chez Bosch maintenant. Et puis effectivement, ça fait 2 ans maintenant que je suis à Vénissieux. Ça on va le voir après. Donc je travaille dans un atelier de fabrication qui produit des joysticks aux engins de travaux. Et puis après, voilà. Moi, sur le slide en haut à droite, dans des fabrication de travail. Et puis, plus, alors j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et puis d'un point de vue plus associatif, professionnel, je suis dans une association qui s'appelle Montpellier dans l'avenir et j'ai participé à la fondation cette année dans le quartier de Lyon, dans le 8e arrondissement, qui à susciter, à accompagner les initiatives citoyennes de l'écologie et de la solidarité. Et puis je fais partie aussi de l'association CLA qui a la même mission et qui a plusieurs programmes, notamment le magazine à Lyon, qui sort tous les mois, l'Institut de transition et le programme Ambassadeur du changement, dont je fais partie aussi, qui accompagne tous les gens qui ont envie de s'investir dans le quotidien pour aller vers une société plus écologique et solidaire. Et puis après, je suis aussi dans 2 autres associations de manière un peu moins
un peu moins impliqué, mais j'agis directement aussi. La Via Vélo, qui est là pour promouvoir le usage du vélo en ville, enfin sur Lyon et la métropole en particulier. Et puis la Bonnette, qui est une monnaie locale lyonnaise, qui est une monnaie complémentaire à l'euro et qui, au but de développer la résilience du territoire lyonnais, il existe des monnaies locales, il y en a plus de 80 en France, mais l'idée c'est de développer la résilience des organisateurs comme les commerçants, les artisans et autres, à travers des monnaies complémentaires. Voilà. Merci beaucoup. Si on parle de votre engagement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été l'élément déclencheur de cet engagement? Je dirais que moi, il y a eu trois grands défis. Le premier, c'était mon changement de métier. Ça fait 6 ans maintenant que je suis professeur. Et en fait, c'est un métier où, au départ, c'est vraiment assez technique, c'est que je travaille dans l'industrie, donc c'était plutôt s'occuper des installations pour l'environnement. En fait, j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec pas mal de gens qui étaient déjà très sensibles au sujet et qui étaient parfois aussi très engagés. Et du coup, ça a apporté effectivement un milieu dans lequel je me suis développée qui avait déjà plein de choses à m'apporter de ce point de vue-là. Et puis, en 2014, il y a ma deuxième fille qui est arrivée. C'est aussi l'occasion de se poser des questions sur la société et sur la planète que je voulais laisser à mes enfants, de façon un peu pragmatique. Et puis mon premier grand pas, c'était la participation au défi alimentation politique, qui est un défi dans lequel, en fait, on va tenter de passer en alimentation bio et locale. Et à travers ce défi, en fait, on va essayer de ne pas perdre ce sujet. C'est-à-dire comment on va se milieu local sans exploser son budget. Et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait sur la consommation et sur la façon en fait que j'avais de réaliser mes achats et comment je pouvais équilibrer tout ça. Et le zéro déchet m'a beaucoup aidé en fait à parvenir à cet objectif. Rester sur le même budget. Pour ma part, alors la naissance de mes enfants, je l'ai pas mis comme déclic direct, mais ça a contribué forcément à renforcer mes convictions autour de la préservation de l'environnement. Ça fait 10 ans que je me déplace à vélo pour venir au travail, donc ça date pas d'hier non plus. Mais après, mes vrais déclics, ça a été notamment le film Demain de Cyril Dion, qui décrit un certain nombre d'initiatives à travers le monde. Et je me suis dit, mais voilà, maintenant, à moi d'agir, pourquoi pas moi? Et ça a été un vrai premier déclic. Les lectures de Pierre Rabhi également aussi autour de les colibris, la légende du colibri, qui consiste à faire sa part. Il y a cette légende du feu de forêt où tous les animaux quittent la forêt et en fait il y a un colibri qui fait sens inverse avec une goutte d'eau qui croise je sais plus quel animal qui lui dit mais pourquoi tu fais ça? Et il dit ben, je fais ma part, je contribue avec ma goutte d'eau. Et voilà, c'est cet esprit-là qui, moi, m'a marqué aussi. Et puis, enfin, les marches pour le climat, qui ont été déclenchées il y a quelques années. J'ai participé à quasiment toutes, avec le plus grand des deux fils qui apparaît à droite, caché derrière un panneau. Voilà, un futur engagé pour le climat également. Et en fait, c'est un endroit où on rencontre beaucoup de monde, beaucoup d'associations. Et j'ai rencontré par hasard une de mes collègues lors d'une marche pour le climat qui m'a dit qu'il faut absolument qu'on agisse dans notre entreprise aussi. Et ça a été pour moi aussi un vrai déclencheur aussi pour commencer à donner des actions dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Alors du coup, c'est ma question suivante. Vous avez parlé plus d'un aspect personnel. Comment vous avez amené cet engagement dans votre milieu professionnel? Alors, pour ma part, j'ai rassemblé mes idées un petit peu il y a 2 ans, en arrière. Et puis, j'ai présenté, j'ai tout rassemblé dans un PowerPoint que j'ai d'abord présenté à mon responsable direct, puis à la responsable HSE et enfin au comité de direction. On y reviendra après d'ailleurs, je pense. Et en fait, ça a débouché d'abord sur un workshop collaboratif où on a lancé une invitation pour l'ensemble des employés de l'entreprise. Il y a 30 personnes qui sont venues spontanément participer à ce workshop, donc sur le modèle du World Café, où en fait on avait prédéfini 5 thématiques sur lesquels les gens pouvaient venir poser des post-it sur les panneaux qui représentaient chacune de ces thématiques, parmi lesquelles le comportement, euh, les déchets, l'énergie, le transport et la restauration.
Et donc, ça a donné à une mine de post-it, une mine d'idées. Là, dans ma compilation de tout ça, j'en suis à 180 idées recensées. Plus de 130 lors du workshop, mais aussi derrière, on a ouvert une boîte mail dédiée à cette initiative-là, où les gens, quand ils ont une idée, viennent compléter aussi en faisant un mail via cette boîte. Pour cela, j'ai été aussi aidé par toute une équipe qui, lorsqu'ils ont pris connaissance de cette initiative, sont venus me rejoindre pour m'aider à organiser ce premier workshop. Et donc ça, c'était il y a 1 an et demi. Et puis après, derrière, on a enchaîné sur les journées mobilité. D'abord journée mobilité l'année dernière, puis challenge mobilité cette année, le challenge mobilité régional. Donc, on voit sur ces illustrations, on a fait aussi intervenir lors de ces journées mobilité une entreprise, une association spécialisée dans le vélo qui s'appelle Janus France, qui est basée à Vénissieux aussi, tout près d'ici, et qui est venue nous faire des ateliers de révision vélo directement sur le site le temps d'une journée, des journées mobilité, challenge mobilité. Est-ce que tu peux juste expliquer peut-être ce que c'est la journée mobilité? Oui, la journée mobilité, c'est à l'initiative de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes même maintenant. Ça existe sans doute dans d'autres régions aussi. Et l'idée, c'est d'inciter les entreprises à avoir une journée dédiée pour une mobilité douce, alternative à la voiture individuelle. Donc ça peut être toujours en voiture, mais en covoiturage. Ça peut être incité au transport doux, au vélo, bien entendu. Au moins le temps d'une journée pour découvrir qu'il est possible de pouvoir se déplacer autrement que tout seul dans sa voiture individuelle. Et puis, lorsqu'on l'a testé un jour, on se rend compte que c'est possible. Et du coup, on peut le faire le jour d'après ou plusieurs fois par semaine. Et puis après, pourquoi pas tous les jours. Voilà, c'est l'esprit de la journée mobilité, enfin du challenge mobilité, pour être exact. Et après, il y a un classement par entreprise, par taille d'entreprise, pour essayer de challenger les entreprises aussi. Voilà. Et puis, donc là, c'est les actions majeures. Après, moi, ça avait commencé aussi par les petits stop pubs là, qu'on voit en bas à gauche sur le slide. Ça, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir un petit stock de stop pubs que j'avais récupéré auprès d'Anciela et Mouvement de Panier. Et en fait, j'ai énormément de collègues qui étaient intéressés. J'en ai trouvé, je sais pas, des dizaines et des dizaines, peut-être une centaine, encore très récemment. Et pour inciter aussi à réfléchir sur cette publicité qu'on trouve dans nos boîtes aux lettres. C'est 30 kilos par habitant, enfin par boîte aux lettres et par an, pour un taux de lecture qui est de 13%, je crois. Donc c'est énormément de papier pour lire, en fait. Donc énormément d'énergie consacrée à la création de ce papier pour pas grand-chose. Voilà, puis des petites actions complémentaires. Alors, il y a une news qui sort toutes les semaines dans l'entreprise. Et de plus en plus, cette news est surtout dédiée à la base pour les projets qui touchent à l'entreprise, les bonnes nouvelles, etc. Mais de plus en plus, on y intègre des notions d'environnement. Par exemple, j'ai rajouté le petit panneau le M12, qui est un panneau de signalisation routière juste à gauche, entre le stop pub et Janus, pour montrer que c'est des petits panneaux qui fleurissent dans la ville, en dessous des feux rouges, qui autorisent les cyclistes à passer au feu rouge lorsque la voirie le permet. Donc on en voit de plus en plus. Voilà, donc on communique aussi sur ces actions-là qui aussi sont là pour favoriser l'utilisation du vélo. Et simplement, là, je reviens sur les idées qui avaient été mises dans l'atelier. Comment vous faites pour les mettre en œuvre? C'est avec l'équipe qui t'a aidé à organiser l'atelier que finalement il y a un petit groupe qui s'est formé et que vous mettez en œuvre les idées les unes après les autres? Oui, alors effectivement, après il y a un vivier d'idées qui est énorme. Il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à mettre en place. Par exemple, il y a beaucoup d'idées autour de la suppression du plastique à usage unique, autour de la restauration, etc. Donc, effectivement, on avait commencé à travailler avec ce petit collectif d'une douzaine de personnes. Maintenant encore, on essaye de faire vivre ça. Bon, entre-temps, il y a eu la crise Covid qui est arrivée et qui nous a un petit peu freiné dans notre élan. Et l'idée, c'est effectivement de revenir sur les idées qui ont eu le plus de votes, on va dire, par exemple, et d'essayer de déployer ces idées-là, quoi. J'y reviendrai plus tard, mais il y a notamment beaucoup d'idées autour du vélo, autour du plastique à usage unique et autour de la restauration notamment. D'accord, merci. Et toi, Cécile, du coup, comment c'est concrétiser ton engagement au travail?
Eh bien, alors nous aussi, on participe à la fois au challenge mobilité, mais dans le cadre de la semaine du développement durable. En fait, dans le cadre de la semaine du développement durable, il y a la journée mobilité, mais il y a aussi tout un tas d'autres actions que peuvent mener les entreprises. Et en fait, à travers le réseau des correspondants environnement, on cherchait à savoir qu'est-ce qu'on pouvait proposer dans le cadre de cette semaine-là. Et en fait, moi, j'ai saisi les compétences que j'avais déjà, c'est-à-dire les compétences que j'avais autour du zéro déchet. Et du coup, j'ai proposé depuis, ça fait au moins 4 ans maintenant, que je propose chaque année des activités qui sont en lien avec le zéro déchet. Donc d'abord, simplement des ateliers de sensibilisation où on va montrer, ben voilà, c'est quoi un kit zéro déchet, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui existe pour réduire ces déchets au quotidien. Et puis, du coup, j'ai eu l'occasion de faire tout un tas d'autres choses. J'ai fait une année, on a fait une projection autour d'une famille qui a mis en place un mode de vie zéro déchet. Ça s'appelle Ma vie zéro déchet. Et puis, ça a été l'occasion, en fait, après d'un débat avec ceux qui ont pu assister à cette projection-là. L'année dernière, on a fait, c'est ce qu'on voit au milieu là. En fait, on a proposé des ateliers de do it yourself, donc fabrication maison. Alors là, on voit un atelier de lessive, on a fait un atelier de déodorant, on a fait des choses un peu comme ça. L'idée, c'est de proposer aux salariés de participer sur leur temps de pause, plutôt sur le temps de midi, en fait, de participer à ce type d'atelier. Et je ne sais plus ce que j'ai eu l'occasion de faire d'autre, mais effectivement, j'ai utilisé plutôt le zéro déchet, en fait, comme étant ma compétence première pour proposer des activités. Et la deuxième étape, en fait, ça c'était l'année dernière. J'ai eu l'occasion d'assister, en fait, dans le cadre de la commission environnement qui s'est montée il y a maintenant 3 ans, il me semble, à un cycle qui a été proposé par la commission environnement du CSE qui s'appelait Conversation carbone. Alors, la conversation carbone, c'est quoi? C'est un cycle, c'est 6 séances, c'est 2 heures à chaque séance, et en fait, on aborde 6 grandes thématiques. Donc, on va aborder l'énergie, on va aborder le transport, les voyages, l'alimentation, la consommation, les déchets. Et on va cheminer en groupe. En gros, c'est des groupes de 10 personnes sur comment faire pour arriver à un mode de vie beaucoup plus sobre en carbone. Donc, en gros, on part d'un Français moyen, c'est 10 tonnes de CO2 par an. L'objectif pour ne pas dépasser les 2 degrés, c'est 2 tonnes par an et par habitant. Et en fait, l'objectif des conversations carbone, c'est au moins de diviser par 2 son empreinte carbone en 5 ans. L'idée, c'est de cheminer. Hein. Ce n'est pas pendant le cycle de faire la totalité du travail, mais c'est de commencer à démarrer un plan d'action. Et en fait, ce cycle-là, il m'a vraiment parlé. Et au-delà du plan d'action, moi, ce que j'ai senti pour moi, c'est que je me sentais bien à la place de facilitatrice. Et du coup, je me suis fait former. Et j'ai eu l'occasion en fait, d'animer un premier cycle fin d'année dernière qui a terminé début 2020. Et normalement, si tout va bien, on en parlera après, je devrais pouvoir continuer. Et c'était vraiment quelque chose, un cycle qui m'a beaucoup parlé. C'était une façon de mettre en œuvre aussi. Voilà. Donc, de ce que je comprends, on part de votre motivation personnelle et de vos expériences, vos compétences, petit à petit pour amener une idée. Et puis le fait de mettre en place cette idée, ça amène d'autres choses. Et petit à petit, on met en place les idées, mais vous n'aviez pas toutes ces idées prêtes et à implémenter tout de suite, c'est venu au fil de l'eau. Ouais. Je dis ça pour les personnes qui voudraient se lancer et qui pourraient prendre peur en disant il faut que je fasse tout ça. Non, on commence toujours par une petite idée et puis petit à petit, on avance. Ça vient au fil de l'eau et puis on se retrouve assez vite avec d'autres personnes, d'autres collègues qui ont les mêmes convictions en fin de compte. Et le fait de se créer un collectif ensemble, les idées, elles fusent aussi. Et ça permet de sortir des idées qu'on n'avait pas eues soi-même et de lancer des actions qu'on n'avait pas forcément pensées soi-même aussi. Donc c'est vraiment ça aussi, c'est ce collectif, la force du collectif aussi au sein de l'entreprise. Concrètement, comment il se rassemble ce collectif? Bouche à oreille notamment, je dirais. De repérer un petit peu les collègues qui auraient cette sensibilité-là. Par exemple, des gens qui n'utilisent pas un gobelet à l'usage unique, mais qui viennent avec leur mug et la machine à café. Des gens qui viennent à vélo, des gens qui ont déjà une gourde, pas de bouteille de plastique. Voilà, il y a des petits signaux comme ça qui montrent qu'il y a des gens qui pourraient déjà avoir cette sensibilité-là. En général, c'est des choses qui se confirment quand on s'approche d'eux. Là, il y a nous, ça existait déjà quand j'ai commencé à m'investir un peu, mais le challenge mobilité, c'est effectivement aussi des moments où on se repère entre nous, les gens qui sont investis, engagés. Et puis, la semaine du développement durable aussi, on voit plein de gens qui portent des initiatives et du coup, ça permet de se rassembler. Alors après, chez Renault Trucks, on a 2 avantages. On a le réseau des correspondants environnement qui est un réseau fort, qui nous permet effectivement de se rassembler. Alors, on vient de toute la France, mais au moins une fois par an, on se voit en physique. Et puis, on a une deuxième chose, c'est la commission environnement, en fait, qui permet aussi à n'importe quel salarié soit de s'engager, soit de profiter de la commission.
Et donc, cette commission, elle dépend du CEO, c'est ça? Elle dépend du CSE, ouais. Et, moi, ça me fait penser aussi, chez Bosch, il y a plusieurs sites en France également, sur des activités complètement différentes de celles qu'on a à Vénissieux. Mais du coup, il y a aussi un bouche à oreille qui fonctionne entre les sites sur les initiatives autour de écologiques et solidaires, je dirais. Et du coup, même en étant détaché géographiquement, voire détaché par nos métiers, on arrive à se retrouver finalement par ce bouche à oreille et par quelqu'un qui va présenter un sujet. Euh, Moi, comme j'avais commencé à être identifié comme la personne qui s'intéressait à ça, on m'avait fait suivre des interventions d'autres personnes sur d'autres sites. Et finalement, on a réussi à créer un petit collectif aussi interne sur les différents sites Bosch et à commencer à partager des idées, puisqu'il y a des choses très intéressantes qui se font en Alsace, en Haute-Savoie, en région parisienne, etc. Et ça, c'est aussi une source d'idées supplémentaires et de savoir que ça marche ailleurs. Ça motive d'autant plus pour essayer de le faire sur son propre site, en fait, quoi. Et pour vous lancer, est-ce qu'il vous a fallu aller chercher des autorisations particulières? Et auprès de qui? Alors, sur la partie soutien, on va dire ça comme ça, ouais, autorisation, soutien, déjà la première chose, c'est demander l'autorisation à son manager. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, c'est être transparent avec lui sur les activités qu'on peut avoir, qui normalement peuvent être contenues dans le temps de midi ou peuvent se trouver à la marge de notre activité, mais qui peuvent parfois prendre un peu de temps sur notre temps de travail. Et du coup, il faut être clair. Et puis après, moi, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est surtout utiliser au départ ce qui existait déjà. C'est-à-dire, effectivement, la semaine du développement durable, moi, j'ai décidé de m'impliquer sur cette semaine-là. J'avais toute légitimité puisque c'était des choses qu'on devait proposer en tant qu'animateur environnement. Profiter de la commission environnement. Et puis, là, c'est peut-être l'étape d'après, mais effectivement, on se dit qu'il y a des choses à construire sur la RSE de nos entreprises. Qu'aujourd'hui, on en est encore au balbutiement de ce que nos entreprises ont comme potentiel pour développer la RSE. C'est quelque chose qui commence tout juste. Et là, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire en termes d'implication. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de gagnant-gagnant à trouver entre trouver des salariés qui sont impliqués, qui sont concernés par ces sujets et qui ont envie de passer du temps sur ces sujets, et d'autre part, l'entreprise qui a vraiment une politique à déployer à ce niveau-là. Voilà. Pour ma part, comme pour Cécile, je suis passé par mon responsable direct en lui disant voilà, j'ai ces idées-là, j'ai ce projet que j'aimerais porter dans l'entreprise. Donc, j'avais vraiment fait mon PowerPoint avec toutes mes idées dedans, toute ma structure, en commençant par l'urgence climatique pour poser le cadre. Et puis après, un autre slide pour dire qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise en fait. Voilà. Et puis après, en déclinant quelles étaient mes premières idées, mes actions concrètes, comme le workshop dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans les arguments que j'ai voulu présenter à la direction, donc que j'ai pu présenter au comité de direction, c'était donner du sens aux collaborateurs, la fameuse quête de sens dont beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Attirer les futures générations dans l'entreprise parce que les futures générations qui arrivent sur le marché sont beaucoup plus sensibles à la question environnementale que d'autres générations, même si parmi toutes les générations, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Mais je l'ai vu dans les marches pour le climat, notamment les moyennes d'âge. Valoriser auprès de tout le monde, c'est-à-dire auprès des clients aussi. Chez nos clients, il y a aussi des gens qui ont des convictions environnementales, et je pense que ça peut être un argument aussi à faire valoir auprès du groupe, en l'occurrence le groupe Bosch. Et puis nos différents partenaires, je pense que partout, il y a des gens qui ont des convictions fortes maintenant, et je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à valoriser. Et puis, il y a quelque chose de tout simple, c'est réduire les dépenses énergétiques, les consommables. On peut alléger aussi les factures d'une entreprise avec un petit peu de notion de sobriété, parce que c'est bien de ça dont on parle. Pour moi, c'est un des mots majeurs, c'est la sobriété qui consiste à pas non plus à réfléchir à notre mode de consommation, à pas chauffer, à pas éclairer quand c'est pas nécessaire, à éviter de gaspiller. Et donc voilà, tout simplement, c'est ce côté réduire les dépenses. Je pense que c'est aussi un argument important. Je reviens sur ce que tu as dit sur le sens. De ce que vous avez pu observer pour vous et puis pour les personnes qui sont investies aussi à vos côtés, ça a quel impact de trouver ce sens-là dans l'entreprise? Ça a quel impact professionnel sur votre engagement par ailleurs, sur votre travail? Je dirais que on peut se sentir bien dans une entreprise, ce qui est mon cas. Je coche quasiment toutes les cases du bien-être au travail, on va dire. Sauf
celui d'être aligné avec mes convictions écologiques. Mais le fait d'amener la démarche moi-même, ben, ça me rapproche du moment où je vais pouvoir cocher cette case-là, et donc de vraiment trouver le sens complet le sens de mon travail, en fait, et puis du temps que je passe au service de cette entreprise et pour cette entreprise. Ouais, je trouve que globalement, effectivement, ça donne du sens à nos activités. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je disais que c'était quelque chose qui était très normatif, qui était très sur les installations classées. Et finalement, c'est sympa de respecter la loi, hein, mais c'est juste la base. Et effectivement, ça permet vraiment d'aller plus loin avec les autres salariés. Et puis, c'est aussi permettre de convertir certains d'entre nos collaborateurs. Et ça, c'est assez réjouissant, en fait, de se dire qu'on va être un peu les ambassadeurs de nos convictions et pouvoir amener ce sujet-là et effectivement faire bouger les lignes au sein de l'entreprise. Je crois que c'est le slide d'après. Et du coup, alors, si vous avez parlé de tout ce que vous avez fait, maintenant, si on se projette un peu, quelles sont vos prochaines étapes? Cécile, tout à l'heure, a parlé de la RSE. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'existe pas encore beaucoup dans nos entreprises. Et pourtant, je pense qu'il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais il faut plutôt voir ça comme une opportunité. Il y a beaucoup de choses à construire autour de ça. Les actions qu'on mène nous-mêmes en tant que collaborateurs au sein de ces entreprises peuvent s'inscrire dans la RSE directement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer dans ce cadre-là. Donc je pense que c'est à creuser. Moi, personnellement, je ne connais pas encore grand-chose dans la RSE, mais de ce que j'ai pu déjà commencer à étudier, je pense c'est vraiment un chemin à apprendre et un cadre intéressant à prendre comme une opportunité. Ensuite, ben, dans les combats un petit peu, dans les actions pardon, un peu plus concrètes, ce fameux plastique à usage unique, moi, c'est quelque chose auquel je reviens souvent. Ben, dans le zéro déchet, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Voilà, les gourdes, ben, nous, on a eu la chance que l'entreprise nous offre une gourde à tous cette année. Notamment pour chasser les bouteilles plastiques à usage unique qui étaient arrivées, qui avaient fait leur apparition avec le Covid. Voilà, j'ai mis le vélo aussi parce que le site de Bosch Rexroth, il est vraiment juste à côté de Lyon. Pour tous les Lyonnais, c'est très facile de venir en vélo ici. Il y a des pistes cyclables maintenant, il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits aussi, qui sont mis en place. De plus en plus, c'est très facile de venir à vélo. Mais il y a encore beaucoup de choses à développer autour de ça. J'ai des collègues, notamment dans le workshop, qui m'avaient fait remonter le fait qu'ils avaient des vélos électriques ou des vélos de valeur et qu'ils n'osaient pas les laisser dans le parking qui n'est pas forcément sécurisé. Donc, je sais pas, j'imagine bien un parking sécurisé un jour pour qu'on puisse venir, pour que d'autres personnes puissent venir à vélo aussi et se sentir que le vélo est en sécurité. J'ai mis les petites fleurs des champs parce que j'habite à côté d'un parc dans Lyon où il y a beaucoup de fleurs des champs qui ont été mises à la place des pelouses tondues. Et aujourd'hui, ben, on tourne encore beaucoup la pelouse et je pense que les fleurs des champs, c'est un bon moyen de faire revenir la biodiversité aussi. La biodiversité, elle disparaît, comme on le sait malheureusement. Et d'avoir des points d'ancrage de biodiversité un petit peu partout, et pourquoi pas dans les entreprises, je pense que c'est des choses qui sont très simples à mettre en place. Et puis enfin, à droite, j'ai mis le logo de la neutralité carbone, puisque Bosch s'est engagé au niveau international à la neutralité carbone en 2020, donc c'était cette année. Alors, je ne sais pas quel est le résultat exact de cet engagement-là, mais je pense que c'est aussi une opportunité pour une entreprise comme Bosch et donc comme Bosch Rexroth pour déployer des actions qui aillent dans le même sens que la neutralité carbone. Voilà pour mes actions à plus ou moins court terme. Alors, chez Renault Trucks, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi, donc je vais parler de moi et de ce que moi je vais faire, mais effectivement, il y a des choses qui me parlent là-dedans, notamment la communauté vélo qui est très active chez Renault Trucks. Mais moi, pour le coup, j'en profite, mais je ne suis pas du tout moteur dans ce sujet-là. En revanche, effectivement, là, récemment, il y a eu une conférence sur les épiceries collaboratives là, comme demain, qui a été donnée par un des salariés, et il y a eu énormément de questions sur la mode, qui est un sujet qui est apparu au devant de la scène, et c'est quelque chose qui a déjà été fait par Zéro Déchet Lyon. Du coup, je pense qu'une des prochaines conférences, ce sera un de mes objectifs, c'est de faire en sorte d'animer une conférence sur la mode durable. Alors pour le coup, ce ne sera pas moi, je pense que ce sera une intervenante de l'ASSO, mais on collabore avec la Maison de l'Environnement, avec la Commission Environnement, pour les conférences. Donc je pense que c'est un des prochains sujets qui sera à l'affiche. Voilà. Deuxième sujet, la fresque du climat, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment aussi, un peu après les conversations carbone.
Alors, la fresque du climat, je trouve que c'est vraiment un outil qui est complètement complémentaire des conversations carbone. Les conversations carbone, c'est des cycles de 10 personnes. C'est quelque chose qui est très individuel et qui est très dans le cheminement personnel. La fresque du climat, c'est 3 heures d'animation. C'est un jeu, donc c'est une approche assez ludique sur 3 heures où on va mettre en jeu les causes et les conséquences des activités humaines et leur impact sur le changement climatique. En gros, pour avoir une photographie nette des enjeux climatiques et des causes du réchauffement climatique, la fresque du climat, c'est super puissant et ça marche vraiment très bien. Du coup, moi, j'ai eu l'occasion d'assister à une fresque. Un peu comme les conversations carbone, j'ai eu très envie de pouvoir animer derrière ce type d'outils. On était 3 de Renault Trucks à le faire de façon personnelle. En fait, on est allé à la formation pour être animateur fresque du climat. Alors, j'ai une collègue qui s'est déjà lancée dans le fait d'animer une fresque en ligne. Moi, je ne me sens pas très à l'aise sur l'animation en virtuel de ce type d'atelier. Du coup, je ne sais pas si je vais attendre la sortie du confinement ou si je vais prendre ça comme un challenge d'animer ça en ligne. Mais en tout cas, voilà, l'une des prochaines étapes, c'est celle-ci. Et puis, un des objectifs, ce serait de continuer à animer des conversations carbone de façon régulière au sein de Renault Trucks, donc probablement l'année prochaine. Mais j'ai quand même démarré, en fait, le fait de refaire un cycle. Et là, pour le coup, on a été sollicité avec ma collègue facilitatrice auprès du Ninkasi, donc c'est l'entreprise qui nous a sollicité. Et pour le moment, je fais ça sur mon temps personnel, en fait. Voilà. Merci. Au travers de toutes ces activités-là et de ces engagements, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Alors, c'est toi qui les commences. La première chose, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que déjà, on a l'opportunité de faire plein de choses qui nourrissent notre façon de fonctionner. Enfin, faire des conférences, animer des débats, mener des groupes, faciliter des groupes, c'est quelque chose que voilà, j'avais très envie de faire, mais j'avais pas forcément l'opportunité finalement dans l'entreprise. Et du coup, j'ai pu le mettre en œuvre et ça, c'était vraiment super intéressant de voir que j'en étais capable dans des situations où finalement on dit ok, ça m'intéresse, et on me dit ok, vas-y. Ça, c'est vraiment l'intérêt du bénévolat, par exemple. Et l'autre chose, c'est aussi apprendre à prendre le temps d'accompagner les gens dans toutes les étapes du changement par rapport justement à la prise de conscience sur l'urgence climatique. En fait, moi déjà, j'ai été sensibilisée finalement assez tard, ça fait maintenant 5-6 ans, et le changement, il ne se fait pas du jour au lendemain. On va passer par tout un tas d'émotions, la peur, la colère, la tristesse, enfin voilà. C'est ce qu'on retrouve un petit peu avec l'idée de vice-versa. Et en fait, il faut être patient avec les gens face auxquels on se retrouve, c'est-à-dire leur laisser le temps et puis leur laisser le temps de passer par ces étapes compliquées qui nous amènent effectivement à changer notre vision. Ouais. Moi, ce que j'ai appris, enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de créer du lien et de l'entraide. Je le vois déjà entre les collègues. Il y a des collègues avec lesquels je ne travaillais pas du tout jusqu'à présent parce qu'on a des métiers complètement différents. Et même géographiquement, on n'était pas à proximité les uns des autres. Mais le fait de s'être retrouvés autour de ces convictions communes, on a appris à se connaître, à s'entraider aussi malgré tout quand on en avait besoin, parce que même si on ne travaille pas directement ensemble, des fois on peut avoir un service à demander. Et on va le faire d'autant plus naturellement, le fait qu'on porte les mêmes convictions. C'est quelque chose qui se fait très naturellement après. Voilà, c'est la notion du partage aussi. Finalement, ça fait du bien de partager, tout simplement. Et puis, ouais, voilà, il y a une forme d'épanouissement, rencontrer des gens, alors que ce soit en interne à l'entreprise, mais aussi, moi, je le vois dans l'associatif en dehors du travail. Rencontrer des métiers, fonder une association, rencontrer des élus ou des collectivités. Il y a beaucoup de choses comme ça et on sent qu'il y a une énergie très positive qui se dégage de tout ça quand on se lance dans des choses comme ça. Voilà. Et puis l'expérientiel, Cécile l'a dit aussi, mais faire une conférence comme aujourd'hui, je fais ça tous les jours. Et ça fait partie des expériences qui sont intéressantes à découvrir aussi. Et puis voilà, en résumé, je trouve que ça fait bien, en fait, tout simplement, de s'investir pour quelque chose dans lequel on croit, qui nous paraît une cause juste. Ça donne de l'énergie vraiment positive et rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire, quoi. Et c'est des apprentissages que vous arrivez à réinvestir dans vos fonctions professionnelles aujourd'hui? Ouais, alors bon, au-delà du fait
de mener des actions dans l'entreprise qui, du coup, ça rejaillit directement sur le professionnel, puisque, comme je disais, on peut s'entraider ou se donner des services avec d'autres personnes avec lesquelles on ne travaillait pas jusqu'à présent. Et puis, après, moi, j'aime bien aussi amener le débat autour de ces sujets-là, directement à la machine à café, par exemple, ou auprès de gens dont on sait qu'ils seront plus difficiles à convaincre, là, quand on regarde la courbe des étapes du changement. C'est intéressant de débattre aussi autour de ça, et puis d'essayer d'immiscer quelques idées dans la tête des gens. Je trouve que, et notamment auprès des collègues qu'on côtoie tous les jours. Je trouve que c'est... Ouais, moi, j'ai déjà été sollicitée, du coup, Oui. effectivement, pour trouver des choses. Du coup, effectivement, maintenant, je suis reconnue comme étant capable de le faire, quoi. Et donc, ça légitime pour pouvoir voilà, réanimer un groupe ou pour faire ce genre de choses concrètement dans le cadre de mon travail. Du coup. C'est ça qui est intéressant. Ouais. On peut dire, bah, je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. C'était du bénévolat, mais ça a une vraie légitimité. Alors maintenant, là, pour les personnes qui auraient vraiment envie de se lancer de façon très pratique, quels seraient vos conseils? Ce serait quoi les 3 règles d'or pour être comme Cécile et Fabien? Ouais. Alors déjà, nous, on a dérogé à la règle. Ouais. On a dit qu'il y en avait 4. Allez, ça. Alors, la toute première, moi, celle qui vraiment a fonctionné pour moi, c'est de faire quelque chose qui a du sens pour soi, qui nous paraît facile ou qui vraiment sur lequel on se sent à l'aise. Alors moi, c'était le zéro déchet. Et du coup, faut vraiment que ça nous corresponde parce que si on se dit, bah voilà, il existe déjà une communauté vélo et j'ai envie de m'impliquer, je fais du bénévolat pour le vélo et en même temps, bah, c'est pas quelque chose sur lequel je suis très à l'aise, et ben on va vite se retrouver dans une situation d'échec. Et l'idée, c'est plutôt de démarrer par quelque chose dans lequel on se sent en réussite en fait. Et du coup, ça va nous donner confiance pour faire des nouvelles choses et puis pour être accompagné pour faire des choses un peu moins faciles, quoi. Ouais. Bah, pour moi, une autre règle, ouais, c'est le collectif, ouais. La puissance du collectif et notamment de la diversité des métiers. Moi, je travaille dans la production, méthode production, mais dans le collectif, il y a ma collègue du marketing, assistante de direction, HSE, et d'autres métiers encore. Et en fait, on est tous complémentaires parce qu'on a tous nos réseaux un petit peu différents et complémentaires qui nous permettent de toucher différentes personnes. Moi, j'ai découvert la puissance du marketing ou de la communication au travers des événements qu'on a pu faire. Et ça donne vraiment, ça donne vraiment une force, cet effet collectif. Ouais. Et puis, c'est beaucoup plus, c'est très agréable de le faire aussi ensemble en collectif ou des fois, quand on a un peu moins de temps à y passer, mais on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui rebondit sur une autre action, etc. Ça entretient toujours la dynamique. Et pour moi, je trouve que le collectif est super important. Après, on a déjà parlé tout à l'heure, hein, il y avait la règle être patient, laisser du temps aux gens pour changer. Voilà, si on a mis 30 ans à prendre la mesure de la situation, si on a mis 5 ans à être, on va dire, vraiment éclairé sur le sujet, à changer nos pratiques, à changer nos modes de vie, on ne peut pas attendre des gens que le jour où on va faire un atelier, à la fin de l'atelier, ça y est, ils vont changer leur point de vue sur la façon dont ils vont s'impliquer ou la façon dont ils vont consommer, par exemple. Voilà, ça se fait pas tout de suite. Donc, on voit parfois les résultats quelques mois après, des gens qui reviennent nous voir en disant ah, tu m'avais parlé de ça, est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Moi, j'aimerais bien aller vers telle asso, est-ce que tu la connais? Voilà. Et je pense qu'en fait, les gens cheminent indépendamment des graines qu'on a semées. Un peu l'idée ici, là, on sème des graines et puis voilà, il faut parfois laisser quelques mois à faire en sorte que ça germe, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis donc la règle d'or bonus, c'est assumer son costume de Madame ou de Monsieur Planète. Moi, on m'a surnommé comme ça. Et puis, finalement, ouais, il faut l'assumer, il faut être fier de porter ces actions-là au sein de l'entreprise. Hein. Par le passé, on n'était pas forcément habitué à déroger de son propre métier, de son propre activité, mais finalement, les entreprises aujourd'hui sont complètement ouvertes à ça. Quand j'ai présenté mon projet au comité de direction, ça a été très bien accueilli, très spontanément par la direction. Ce qui m'a beaucoup plu, mais ça m'a aussi aidé à assumer ce rôle-là. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent me voir spontanément, comme disait Cécile aussi juste avant, pour me poser des questions, des conseils, etc. Ou en me disant, tiens, j'ai entendu ça, j'ai entendu tel reportage ou quoi. Voilà, ça ouvre aussi à des discussions et je trouve que voilà, faut pas avoir peur d'assumer ce rôle-là. Je trouve que c'est
ça se fait assez naturellement finalement quand on décide de l'assumer. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, moi j'aimerais dire plus tôt, quoi. Enfin, j'aimerais vraiment pouvoir prendre cette liberté-là de m'engager avec des choses qui existent déjà et puis même de proposer des choses à l'entreprise beaucoup plus tôt. J'aurais bien aimé voilà, pouvoir faire. Enfin, honnêtement, l'activité de bénévolat, elle est super intéressante, que ce soit dans le cadre de l'entreprise ou que ce soit à titre personnel. Voilà, après, se dire qu'on a perdu du temps, peut-être pas, mais effectivement, c'est vraiment. Moi, ça me nourrit vraiment au quotidien de faire toutes ces activités-là et du coup, voilà, plutôt. Si c'était à refaire, déjà, je sais pas si je changerais quelque chose finalement, mais peut-être d'avoir commencé plus tôt, effectivement, mais ouais, ou avoir ce déclic et puis ne pas hésiter à y aller, quoi. Faut d'expérimenter, de oser. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Voilà, après, si c'était à refaire, je supprimerais la crise Covid, comme beaucoup de monde, parce que ça nous a vraiment freiné. Bon, c'est pas forcément le plus important par rapport à tout ce que toutes les conséquences que peut avoir cette crise-là, mais bien évidemment. Mais forcément, ça freine aussi ces initiatives-là qui, à mon sens, restent très importantes à mener partout, que ce soit au sein de l'entreprise, dans notre vie de tous les jours, en dehors de l'entreprise, bien évidemment. Voilà. Donc, si j'avais une gomme magique pour gommer ce Covid-là, pas seulement, notamment, bien entendu, sur l'aspect sanitaire, mais aussi parce que ça freine ces initiatives-là. J'ai une dernière question avant d'ouvrir la session d'échange. Ce serait quoi votre rêve le plus fou aujourd'hui? Projetons-nous sur l'entreprise de demain. Moi, dans mon métier, on parle beaucoup d'industrie 4.0, qui est la digitalisation, l'arrivée vraiment des nouvelles technologies. Et du coup, je me dis, pourquoi pas aussi l'industrie 5.0, celle qui amènerait l'humain, vraiment l'entreprise, pas seulement l'industrie, mais l'entreprise au service de l'humain et de la planète. C'est de plus en plus, les entreprises mettent ça dans leurs valeurs, de mettre l'humain au centre, etc. Bon. Mais aussi, voilà, il faut penser à l'aspect environnemental, à la planète aussi. Donc c'est ça, ça serait vraiment que les entreprises se mettent au service de l'humain et de la planète. Et si on revient sur ce que je disais à l'instant, en fait, le fait que ça nourrisse vraiment de faire des activités qui nous tiennent à cœur, moi, ce que j'aimerais dire, c'est en fait oser exprimer son talent en trouvant là où est-ce que ça peut s'insérer en fait dans le cadre de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, ce qui me porte effectivement, c'est la cause écologique, mais je pense qu'on a chacun en fait des sujets qui nous passionnent et dans ces sujets qui nous passionnent, il y a forcément moyen en fait de faire en sorte de le mettre en œuvre dans le cadre de l'entreprise. Et là, pour le coup, effectivement, chacun y trouve son compte, quoi. Forcément, quand on est dans quelque chose qu'on aime, on est forcément plus pertinent, on est plus efficace. Enfin voilà, on est forcément meilleur, quoi. C'est sûr. Et puis que l'entreprise soit aussi un vrai lieu de vie. On y passe du temps, hein, on y passe beaucoup d'heures par jour, par semaine, dans une année. Et je pense que ça serait bien on a symbolisé par une table de pique-nique, mais pouvoir se poser un petit peu l'été, pouvoir manger dehors plutôt qu'enfermé entre quatre murs. Voilà, un vrai lieu de vie où venir sur son lieu de travail, c'est aussi un moment agréable. Pour moi, ça l'est quand même, mais ça l'est déjà. Mais un endroit où on peut se profiter aussi de ce temps-là, qui est un temps précieux. Merci beaucoup à tous les deux pour votre partage. Laura, est-ce qu'on a des questions sur mon téléphone? Alors, est-ce que vos entreprises ont une charte RSE dans leur achat? C'est Christelle qui demande ça. Dans leur achat? Leur achat, oui, dans fonction achat. Alors moi, c'est des domaines. On est une très grosse entreprise, donc je sais que cette année, toute l'équipe purchasing a mis le mot. En fait, ils ont défini, je crois, 3P, notamment, il y avait planète dedans. Mais et donc, ils commencent vraiment à se poser ces questions-là. Oui, c'est sûr. Je suis pas suffisamment impliquée dans ces sujets-là pour être pertinente sur la réponse, mais oui, évidemment, ça devient crucial en fait.
Ouais, je ne suis pas capable de répondre à cette question non plus, mais ouais, ça serait ça sera vraiment une belle orientation que dans les achats aussi. Et moi, je pense à la production locale aussi. Enfin, pour moi, le local, c'est pas que des fruits, des légumes, une monnaie locale ou quoi. Ça serait aussi d'avoir de la production qui est assez locale. Alors, chez Bosch Rexroth, ici à Vénissieux, on a déjà une production qui est quand même très locale avec beaucoup de fournisseurs français, voire européens. Bon, il reste une minorité qui vient d'un petit peu plus loin, mais voilà, d'avoir quelque chose qui fait d'autant plus travailler un écosystème régional ou enfin, voilà, d'une zone géographique. Ça donne du sens aussi, je pense. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors moi, j'en avais juste une. Je reviens sur tout ce qu'on vit depuis quelques mois avec la Covid. On a vu les désagréments et on a vu que ça avait freiné un certain nombre d'actions. Inversement, de votre expérience, quelles opportunités ça peut ouvrir aussi? Je trouve que on a tous été plus ou moins astucieux dans cette période-là. Et puis, il y a aussi des sujets qui sont revenus au centre finalement, quand tout est interdit, c'est quoi la priorité, quoi. Et on a vu que l'alimentation, par exemple, c'était au cœur des sujets. Effectivement, la seule chose qui n'a pas fermé sur le premier confinement, c'était tout ce qui était alimentaire. Et ça a permis à des nouvelles choses d'émerger. Effectivement, sur Lyon, je sais qu'il y a eu une carte interactive en fait, des producteurs, par exemple, qui s'est mise en place très vite pour pouvoir retrouver les producteurs de son marché sur du click and drive, par exemple, voilà, il y a des gens qui ont développé plein de petits outils pour arriver à s'en sortir dans un petit peu ce marasme où on ne retrouvait plus notre marché, on ne trouvait plus de solutions. Et je sais que nous, Zéro Déchet, il y a eu un projet avec Belle Bouffe là, pour créer cette carte. Je pense qu'il y a plein de choses, voilà, même le vélo, il y a eu un essor énorme. Je crois que la maison de l'environnement, la maison du vélo, s'est emparée du sujet aussi pour remettre en selle un certain nombre de citoyens, quoi. Il y a eu beaucoup d'idées qui sont sorties aussi de cette période un petit peu étonnante, quoi. Ouais, le vélo, c'est le premier des gestes barrières. Hein. C'est sûr que sur le vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la créativité. Moi, j'ai plein d'idées qui viennent de matin sur mon vélo. Et puis, donc je confirme ça, bien entendu. Et puis, on a vu que la crise Covid a fait réagir le gouvernement, par exemple. En voulant relocaliser, enfin qui a communiqué sur le fait de relocaliser certaines fonctions vitales, certaines industries vitales. Et je pense que ça, c'est une opportunité finalement de pouvoir relocaliser. Et voilà, de ce côté-là, je pense que c'est quelque chose de positif. Ouais, ça nous a permis aussi de mettre en évidence nos incohérences, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est retrouvé incapable par exemple, récupérer nos asperges dans nos champs parce qu'on n'avait pas suffisamment de main-d'œuvre, parce que notre main-d'œuvre, finalement, elle n'est pas locale non plus. Donc, ça permet de re-questionner notre modèle, quoi. Et effectivement, je pense que ça permet de refaire des choix, peut-être aussi pour le gouvernement, de qu'est-ce qui est censé, comment on garantit notre autonomie alimentaire, comment on construit l'avenir, quoi. Et de ramener ces réflexions, certaines d'entre elles, dans l'entreprise. Oui, et ramener certaines d'entre elles dans l'entreprise. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, combien de personnes sont impliquées autour de vous pour mener ces actions? Certains sont-ils permanents ou plutôt occasionnels? C'est une question de Stéphane. Comme je disais, sur le site de Bosch Rexroth, on est 350 personnes à peu près. Quand j'ai lancé le workshop l'année dernière, il y a une douzaine de personnes qui sont venues me voir pour m'aider à organiser les événements. Et on a touché une trentaine de personnes qui sont venues participer au workshop, donc ça fait presque 10%. Après, voilà, c'est un collectif un peu variable en fonction, je pense que la charge de travail de chacun joue aussi beaucoup parce qu'on n'est pas forcément tous disponibles. J'ai vu que la dynamique avait un peu baissé sur la fin d'année dernière et sur le début d'année, puis après on est entré dans la crise Covid avec confinement, chômage partiel, télétravail, etc. Donc ça a complètement freiné. Mais aujourd'hui, on a encore un noyau dur de 4-5 personnes qui font vraiment vivre la dynamique. Et pour moi, donc la flamme, elle est toujours là. Et ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir relancer tout ça de plus belle l'année prochaine, quoi. Pour Renotrux, je pense que c'est il y a beaucoup de choses très différentes en fait. Il y a l'établissement de Lyon, c'est 4000 personnes, donc évidemment il y a des permanents qui s'occupent de ce type de sujet, notamment pour
par exemple le plan mobilité interne, comment on développe les navettes, comment on développe les déplacements de façon douce dans l'entreprise. On a mis en place à un moment donné, il y avait des moutons qui venaient faire de l'éco-pâturage sur nos sites, notamment pour la tonte. Là aussi, c'est une idée, je crois, qui a émergé au niveau de la commission environnement et puis qui après a été prise en main par le personnel, le pôle HSE plutôt qui s'occupe de tout l'établissement. Donc effectivement, là, c'est des personnes qui sont toujours en place. Au niveau de la commission environnement, je pense qu'il y a une dizaine de personnes qui sont engagées de façon régulière, c'est-à-dire qui s'occupent à la fois de, on a un marché, donc ce marché-là, en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui s'en occupent, et puis après, on a la commission qui se réunit de temps en temps, et là, c'est plutôt des gens qui sont assidus. Et après, en fait, chacun peut venir proposer des idées, notamment sur la semaine du développement durable, c'est souvent... ça peut être une aide ponctuelle, en fait. Alors, ça peut être toujours les mêmes personnes, mais effectivement, c'est une période très ponctuelle sur laquelle on peut apporter son aide. Voilà, le matin, par exemple, pour comptabiliser les gens qui arrivent à vélo pour la journée mobilité. Donc, c'est vraiment à chacun de trouver comment il peut s'impliquer, en fait. Alors, soit c'est son métier, et là, c'est un peu plus évident, puisque c'est tous les jours qu'on fait. Soit c'est la commission, et là, on voit comment on s'engage. Soit c'est une action particulière, et dans ce cas-là, on peut s'engager one shot, quoi. Voilà. En fonction du temps qu'on peut dédier, quoi. Sur son temps de midi, sur son temps du soir, sur son temps perso ou pas. Alors, on a encore une question de Stéphane. Avez-vous des vestiaires douches pour ceux qui viennent en vélo? Est-ce un sujet ou pas du tout? Oui, Ouais. c'est un sujet. C'est un vrai sujet. Ouais. Ouais, c'est effectivement, il faut avoir des vestiaires, des douches pour les gens qui viennent à vélo. Je pense que c'est incontournable. Sur le site de Bosch Resort, on a la chance d'avoir ces aménagements-là, qui avaient été un peu suspendus ponctuellement le temps du Covid avec les mesures sanitaires, mais finalement, on a réussi à les remettre en service. Mais ouais, je pense que c'est important d'avoir des vestiaires et des douches. Ouais. Je crois que nous, tous les bâtiments sont équipés aussi et c'est critique en fait. Moi, je viens à vélo depuis peu de temps et je découvre que je ne pourrais pas faire sans, quoi. Merci. Et du coup, ça peut permettre aussi à d'autres gens qui veulent aller faire un jogging le midi, etc. Ouais. Voilà, c'est voilà, pour le vélo, mais pas que. Alors après, nous, on est sur un site de production, donc les gens, ils ont nécessairement besoin parfois de se changer, de s'habiller pour le travail, de prendre une douche, parce que ça fait partie aussi de la journée de travail. Oui, aussi, ouais. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, Laura? Une question? Des réactions positives que je vous montrerai par la suite. Alors, je te laisse conclure. Eh bien, merci à tous. Super conférence, format table ronde inauguré pour la première fois, mais je pense que c'est vraiment un format qui fonctionne. Merci aussi à ceux qui ont bien sûr écouté cette conférence jusqu'au bout, qui ont aussi formulé des réactions. En tout cas, ça nous rappelle qu'on a tous la possibilité d'agir à notre échelle, de changer les choses et qu'on peut commencer par petit, comme le colibri. bonne métaphore. Le replay de la conférence sera disponible très rapidement d'ici demain. Il sera diffusé sur nos réseaux sociaux, mais également envoyé par mail aux inscrits. Donc, vous le recevrez très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça vous permettra de regarder les anciens replays, mais également d'être tenu au courant de l'arrivée des nouveaux. Eh bien, vous pouvez aussi vous inscrire à la prochaine conférence, le 12 janvier, une conférence de Muriel Guillet qui nous invite à nous transformer en beauté. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur notre rubrique événements sur le site de la Ruche Industrielle. Bonne journée à tous et à bientôt.